Clément, tu vas passer ta soirée devant la chaîne parlementaire. Exactement, la chaîne parlementaire qui lance une nouvelle émission, Les Grands Entretiens, présentés par Guy Lagache. Et hier, le premier invité, c'était Xavier Niel, fondateur de Free, actionnaire du journal Le Monde, multimilliardaire, l'un des grands patrons français. Ça a été l'occasion de le découvrir un peu mieux et de se rendre compte que malgré une vie romanesque, il est resté étonnamment humble. Vous devenez millionnaire. Je deviens très riche, entre guillemets, très vite. Et votre premier million, vous l'avez gagné combien? Je sais pas, à 20 ans, 21 ans. Donc 21 très vite, ans. c'est en francs, alors c'est une autre époque. Plutôt que de vous emmerder, essayons de constituer un groupe de jeunes personnes qui vont nous aider à connaître mieux cet écosystème et à avancer. Qui va nous aider? C'est qui le nous? La direction, la DST, à l'époque. Ah oui, donc l'espionnage français. Ouais. Les services. Puisqu'on ne trouve pas cet équipement-là, on va nous fabriquer cet équipement électronique. En France, on va le dessiner, on va faire les logiciels nécessaires pour que ça marche et que ça fonctionne. Et donc là, ça devient un carton. Ça marche pas mal, ouais. Ben voilà, donc ils font de Free, c'est un carton, oh ça marche pas mal. Vous avez travaillé pour les services, le DST. Bon. Alors ça c'est un processus de minoration constante de ces faits d'armes. Figurez-vous que c'est une figure rhétorique, ça porte un nom très compliqué, on appelle ça un cléasme. Le cléasme, c'est la figure de la modestie, c'est l'utilisation de la modestie soit pour convaincre, soit pour s'attirer des éloges. Alors le nom est compliqué, mais en fait la figure est très courante. Il est marrant le nom aussi, cléasme. Ouais. Le cléasme, ça frotte un peu. En fait c'est ce qu'on utilise quand on fait la pêche au compliment. Quand on dit à quelqu'un oh là là, je me sens pas beau aujourd'hui, juste pour qu'on nous réponde mais si, t'es bien. Voilà. C'est un cléasme. Et bien ça, c'est un cléasme, voilà, exactement. Okay. Ce qui est intéressant, c'est que ça montre que Xavier Niel ne mène pas son interview au hasard. Il est dans un processus de construction de sa propre image. Et c'est quelque chose qui va être visible à chaque fois qu'il parle de ses expériences un peu limites, qu'il s'agisse du business de construction de décodeur Canal+ pirate dans sa jeunesse. Il a fait ça? Il a fait ça. Ou bien, Qu'est-ce que j'entends? De ses investissements. Mais pour qui il s'est pris? Attends, parce qu'il y a aussi des investissements dans des sex shops. Est-ce qu'il y a quelque chose de grisant à pirater les décodeurs de Canal+? Il y avait quelque chose de grisant de réussir à contourner quelque chose qui ne devait pas ou qui ne semblait pas pouvoir être contourné. Et ça, c'était drôle. En plus du Minitel, vous allez investir dans des sex shops. Parce que j'ai un associé qui est là-dedans à ce moment-là et que cet associé va m'emmener là-dedans. Et c'est de l'argent rapide, en cash? C'est de l'argent rapide, c'est modérément fiscalisé. On ne pirate pas Canal+. On ne pirate pas. On ne touche pas à Mouloud Achour. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'il n'est pas... Il n'est pas du tout dans la dénégation, notre ami Xavier Niel. C'est-à-dire qu'il assume complètement. Il est quand même un peu dans la réinterprétation. C'est-à-dire que les décodeurs Canal+, c'était un défi intellectuel, pas du tout un business. Ouais. Les sex shops... Moi, j'en avais acheté à l'époque. Non. Les sex shops, c'est quand même incroyable. C'est un investissement modérément fiscalisé, ce qui est tout de même le meilleur euphémisme de la semaine. En fait, l'idée, il y a une idée derrière cela qui est à chaque fois la même. Reconnaître l'illégalité ou la transgression, mais la réintégrer dans un récit plus général qui met en valeur des compétences honorables. Et donc, ça lui permet de construire l'image non pas d'un voyou, non pas d'un homme sans scrupules, mais celle d'un pirate. Et le mot n'est pas choisi au hasard. L'avantage, c'est que ça va lui permettre de rester cohérent avec l'homme qu'il est aujourd'hui. Vous êtes perçu comme le pirate, comme toujours le pirate. Ouais, mais ça nous va bien. Et ça vous va bien? On crée cette école qui s'appelle 42, qui a 4000 élèves à Paris. Puis cette école, elle marche tellement bien que maintenant, elle est dans 20 pays. Et le pirate a disparu, là. Bah non, on pirate le système. Parce que 42, il n'y a pas de diplôme au bout. Pirate. L'entrée, c'est quoi? C'est un concours en ligne, on n'a pas besoin de savoir lire et écrire. OK. Ensuite, on vous fait venir dans l'école, on vous fait bosser. Donc vous faites de la politique. On vous fait bosser 450 heures sur un mois. Les gens se sont dans la rue pour bosser moins de 35 heures. Non, on pirate le système de la même manière. D'accord. Donc l'image du pirate, elle est véritablement parfaite. Elle lui permet de conférer une cohérence, mais même une forme de romantisme, non seulement à ses expériences illégales passées, mais à sa vie de grand patron aujourd'hui. Et dans l'interview, il y a un seul moment où cette image se fissure, c'est quand il parle de son expérience dans le Minitel Rose. Regardez pourquoi. Qu'est-ce qui vous attire dans le business de l'érotisme? Rien ne nous attire là-dedans. Le sujet, c'est quoi? C'est que quand j'ai l'âge de 16 ans, en fait, tous les groupes de presse se mettent à vouloir éditer des services Minitel, sauf qu'ils n'ont pas le savoir-faire technologique pour le faire. Et donc, ce qui se passe, vous avez retrouvé des très belles images, bravo. Oui, parce que c'est ça. Là, vous êtes au maximum. Hein. Là, vous êtes au maximum de ce qu'on a fait. Vous êtes au top du top. Là, on est au top voilà, du top. C'est ça, à l'époque, c'est ça le Minitel Rose. C'est ça, le Minitel Rose. Mais là, je vous jure, vous avez poussé le truc à des niveaux qu'on
voyait pas à l'époque. Là, Il est malade, il est un peu comme ça. Ah bah c'est ça, on est d'accord. Hein. Là, la gêne est perceptible. Mais en fait, pourquoi? Parce que tout d'un coup, on lui montre des images. Ouais. Et lui-même sent bien que la romantisation de son discours ne pourra rien contre la crudité et même la vulgarité des images qu'on lui montre. Ce que ça montre, c'est à la fois l'importance et les limites d'un travail sur ce qu'en rhétorique on appelle l'éthos, c'est-à-dire l'image qu'un orateur construit de lui-même à travers son discours. C'est du latin. C'est du grec. C'est du grec, ouais, c'est ce que j'ai dit. Ouais. L'éthos, en fait, c'est crucial pour quelqu'un qui cherche à convaincre. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vaut à la fois pour les responsables politiques, ça vaut, on vient de le voir, pour les grands patrons, mais ça vaut aussi pour chacun d'entre nous. Et au fond, s'interroger sur son image, ça n'est pas que du narcissisme, souvent un petit peu, mais c'est aussi de la rhétorique. Et en même temps, et heureusement, le pouvoir du discours reste limité. Ce qu'on voit ici, c'est qu'à la fin des fins, le poids des mots reste souvent moins fort que le choc des photos.